bien, il faut aussi maintenant rentrer dans le vif du sujet en parlant du circuit des agents et en commençant par des versions simplifiées. Donc là, on va reprendre notre typologie des secteurs institutionnels et puis on va présenter les relations de ces secteurs deux à deux. Alors, les agents qui sont représentés dans le circuit, encore une fois, ce sont les secteurs institutionnels. C'est-à-dire, je vous rappelle, les ménages, les sociétés et quasi-sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques, les administrations privées, et enfin, ce secteur institutionnel qui représente nos relations avec l'étranger, le reste du monde. Donc ce sont ces secteurs institutionnels qui vont être représentés dans le circuit. Qu'est-ce qui relie les secteurs institutionnels entre eux? Eh bien, ce sont des flux. Les flux qui sont autant d'opérations économiques. Alors, on distingue, et il faut bien regarder les légendes sur les représentations parce que ce n'est pas représenté de la même manière, on distingue les flux matériels, qu'on appelle aussi des flux réels, ou qu'on appelle des flux physiques, tout ça, ce sont des équivalents. Et donc ces flux matériels, eh bien, ils concernent les biens et les services, d'accord, c'est-à-dire à la fois la production des biens et des services, mais aussi la dépense des biens et des services, donc l'investissement et la consommation, et puis le travail. Alors le travail, flux matériel, c'est une convention. On considère que dans la relation entre les ménages et les entreprises, par exemple, il y a un flux matériel qui part des ménages vers les entreprises, qui est un flux de travail, donc ce sont les ménages qui apportent leur travail dans les entreprises, et en contrepartie, on va avoir un flux financier ou monétaire, qui sont les revenus liés au travail fourni par les ménages. Donc c'est une convention de dire que le travail est un flux réel ou un flux physique. À côté des flux matériels, deuxième type de flux, les flux monétaires ou financiers purs. Alors, ils représentent quoi ces flux monétaires? Par exemple, les crédits accordés par les sociétés financières aux autres agents économiques. Je vous rappelle que la vocation des institutions financières, des sociétés financières, c'est de financer l'économie. Donc il est normal qu'il y ait ce type de flux entre elles et les autres secteurs institutionnels. Les flux d'épargne, à l'inverse, les agents ne dépensent pas forcément tous leurs revenus, et donc déposent leurs revenus dans les institutions financières, ça s'appelle de l'épargne. Ça peut être aussi les revenus, c'est pas mentionné, mais tout ce qui est revenu, versement de revenus, par définition, c'est monétaire. Ça peut être aussi le paiement et le remboursement. Alors le paiement des biens et des services. Donc quand on va avoir une relation entre entreprise et ménage qui illustre la circulation des biens de consommation des entreprises productrices vers les ménages, c'est donc un flux matériel, on va avoir évidemment en contrepartie un flux financier qui est le paiement des biens et des services par les ménages aux entreprises. Le remboursement, les remboursements, ils sont liés au crédit, par exemple. Un crédit accordé par une société financière à un ménage, donnera lieu, quelques temps plus tard et longtemps dans le temps, au remboursement partiel de ce crédit. Donc là, ce sera un flux monétaire qui sera compensé par un autre flux monétaire. Donc voilà les deux grands types de flux que l'on présente dans un circuit économique. Alors, comme j'ai commencé à vous le dire, en fait, les flux monétaires sont contrepartie des flux matériels. Autrement dit, quand vous avez un flux matériel, vous êtes sûr qu'il y a une contrepartie monétaire. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire qu'un flux monétaire n'a pas forcément pour contrepartie un flux matériel. Un flux monétaire peut avoir pour contrepartie un autre flux monétaire. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Quand on accorde un crédit à un agent, donc c'est bien un flux monétaire, celui-ci va rembourser. Et ce sera donc un autre flux monétaire en sens inverse. D'accord ? Alors examinons maintenant le flux essentiel entre les entreprises et les ménages. Donc, vous avez 4 flux. Donc, si on regarde la légende, les flux représentés en noir sont des flux réels,
et les flux représentés en pointillés rouges sont des flux monétaires. Donc ils sont numérotés, ce qui signifie que le 2 est la contrepartie du 1 et le 3 la contrepartie du 4. Alors, qu'est-ce que représente la première relation 1 et 2? Donc ce sont des flux réels qui partent des entreprises et qui vont vers les ménages, donc ça désigne les biens et les services de consommation, pour l'essentiel. On pourrait dire aussi, si on considère les ménages entrepreneurs individuels, qui donc, à ce titre, investissent, eh bien, on peut considérer que ce qui sort aussi des entreprises vers les ménages, ce sont des biens de production. Mais, pour l'essentiel, la quasi-totalité des biens qui sortent des entreprises et qui vont vers les ménages, ce sont des biens de consommation. Contrepartie, quoi qu'il en soit, quelle que soit la nature des biens, le flux numéro 2, c'est le règlement de la consommation et ou de l'investissement des ménages. Flux 3 et 4, c'est donc un flux, le flux d'origine et le flux 3, qui est un flux de travail, bien vu, et donc ce flux de travail, eh bien, va engendrer une contrepartie, ce sont les revenus du travail, alors les salaires, mais aussi tout ce qui va avec, tous les éléments de primes, d'intéressement, de participation, donc tous les éléments de rémunération. Donc voilà les principales relations qui existent entre les ménages et les entreprises. Alors si on regarde maintenant les relations et les flux qui existent entre les sociétés financières et les ménages, eh bien ça peut donner lieu à cette représentation-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors le flux 1, donc qui est un flux monétaire des sociétés financières vers les ménages. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Ça peut être effectivement les crédits ou les prêts accordés par les sociétés financières aux ménages, mais ça peut être aussi le retrait de liquidités ou la désépargne des ménages. Les ménages ont de l'argent sur leur compte bancaire, que ce soit des comptes d'épargne ou des comptes courants, et donc quand ils utilisent cet argent, eh bien ça donne naissance aussi à ce flux 1, puisqu'ils font venir de la ressource financière vers eux-mêmes via leur banque. En 2, eh bien, ça va être les flux inverses, c'est-à-dire soit les flux de remboursement de prêts, soit d'alimentation de son compte courant ou de son compte d'épargne. Mais ça va être aussi le paiement des services qui vont être dispensés par les banques. Les banques ne nous fournissent pas des services gratuitement, nous payons certains montants, d'ailleurs assez chers, c'est très opaque. On ne sait pas exactement combien on paye, mais je peux vous dire qu'en moyenne, nous payons assez cher les services bancaires, sous forme de cotisations, de prélèvements sur des opérations, etc. Donc, nous payons effectivement les services bancaires. Le flux numéro 3, eh bien, c'est un flux, les sociétés financières sont finalement des entreprises bien particulières, mais ce sont des entreprises, et donc, les ménages travaillent dans les sociétés financières, donc c'est un flux de travail. Et en contrepartie, eh bien, on a le flux de revenus du travail, le flux numéro 4. Et le flux numéro 5, eh bien, c'est l'échange de services dont je vous parlais tout à l'heure, enfin l'échange, la vente de services, la fourniture de services des banques, des institutions financières vers les ménages. Et même si ce sont des services, on considère que c'est un flux réel, bien qu'il soit immatériel, c'est un flux réel au même titre que la vente de biens. Donc voilà, si vous voulez, assez schématiquement représenter l'ensemble des flux entre sociétés financières et ménages. Dernier exemple de ces relations entre secteurs institutionnels pris 2 à 2, la relation et les flux entre les sociétés non financières et le reste du monde. C'est-à-dire, en gros, les entreprises résidentes et l'étranger. Alors, le flux 1, qui est un flux matériel des entreprises vers le reste du monde, eh bien, elles sont matérialisées par les exportations de biens et de services. En 2, c'est donc le règlement de ces exportations, un règlement qui peut être spécifique parce qu'il peut être en devise. En 3, on a un double flux entre entreprises, résidences et reste du monde. Alors, c'est un flux qui est monétaire. Là, ce sont... Oui. Eh bien, un règlement dollar, par exemple. On
on a un client aux États-Unis, et donc on lui vend des marchandises, donc c'est le flux 1, et dans le flux 2, eh bien, le client va peut-être nous imposer de régler en dollars. Il est vrai que pour l'entreprise française, il serait plus intéressant pour elle de se faire régler dans sa propre devise, c'est-à-dire en euros. Mais ça dépend du pouvoir de négociation entre le client et le fournisseur, en fait. Donc il y a beaucoup d'opérations d'exportation qui, en contrepartie, vont engendrer un règlement en devise. Le 3, donc, ce sont les relations financières croisées entre entreprises et reste du monde. Donc, participation au capital des entreprises, des prêts à des filiales. Donc, c'est toutes les relations financières qui peuvent exister. Et puis, le 4 et le 5, donc, qu'est-ce qui se passe entre les entreprises de résidence et le reste du monde? Eh bien, les entreprises résidentes vont payer des biens à l'étranger, des biens importés, et ces biens importés, eh bien, ils sont représentés par le flux numéro 5. Donc, aux extrémités, pour simplifier, on a les échanges réels entre entreprises et reste du monde, exportation et importation, donc dans les deux sens. Et puis au milieu, on a tous les échanges financiers qui peuvent exister aujourd'hui entre des entreprises et le reste du monde. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une entreprise n'est plus obligée de se financer, par exemple, sur son marché national. En tous les cas, une grande entreprise, elle a le choix de se financer partout sur la planète, et donc d'acquérir des capitaux là où c'est le plus intéressant. Donc, cette relation 3 est une relation qui est de plus en plus importante, en quelque sorte, et qui montre l'ensemble des relations financières qui lient les entreprises à l'étranger.